Commencer parce qu'il est 14h15 et qu'évidemment les interventions ne sont pas chronométrées, donc ça va durer une semaine. Normalement, vous avez ici une très belle slide de présentation avec le site de Palenque, donc dans l'état du Chiapas, bien connu au Mexique, et une petite carte du Yucatan, ça pour signifier qu'on va s'intéresser un petit peu à la civilisation maya et un petit peu aussi aux différentes théories collapsologues dites de l'effondrement. Alors, il y a même de l'animation. Donc, en introduction, on va commencer par dire qu'entre le 21 décembre 2012, l'énigme de l'Atlantide, celle du continent de Mu, le fameux cataclysme qui aurait séparé le Yucatan de la vallée du Nil, induisant qu'il y ait des pyramides de part et d'autre de l'océan, et bien sûr les inévitables extraterrestres. Rarement une civilisation n'aura suscité autant de fantasmes et de pseudosciences que les anciens Mayas d'Amérique centrale. Alors cette déferlante jamais effondrée d'ineptie trouve probablement sa source dans les mystères qui ont longtemps entouré les études sérieuses sur la civilisation maya, les progrès scientifiques passant régulièrement pour des révélations tonitruantes. Bon, la deuxième et la plus importante raison est que ce qui se passe pour un effondrement des principales cités mayas est encore relativement aujourd'hui débattu par les spécialistes, même si les voiles du mystère s'écartent peu à peu. Donc les collapsologues ont largement apporté leur contribution aux interprétations sur la chute des cités mayas, et on va se pencher dans un premier temps sur la définition qu'on peut faire de ce courant qui, sous différentes formes, a de plus en plus le vent en poupe ces temps-ci. Donc à propos de vent en poupe, je vous ai mis l'illustration du merveilleux dessin animé qui s'appelle Les Mystérieuses Cités d'Or, pour les camarades de ma génération, et qui a eu un revival récent, avec le Solaris, le bateau solaire de la civilisation Mu, l'héritage du personnage Tao, dernier descendant et héritier de la civilisation Mu. C'est pour vous dire que dans les mystérieuses cités d'or, j'ai trouvé à la fois un certain attrait pour la Mésoamérique, mais il faut bien dire que dans le dessin animé initial des années 80, il y avait toutes les conneries qu'on peut dire sur les Mayas, celles que j'ai un peu édictées là. Mais pour discuter plus précisément collapsologie dans un premier temps, je laisse la parole à Katia. Ouais, et tu peux passer mes slides. Tout à fait. Donc, non, voilà. J'aimerais bien qu'on voit celle-là. La collapsologie, c'est grave docteur, avec un docteur. Voilà. Non, mais bon, on va essayer un peu de discuter de ça parce que Pierre l'a dit, il y a toute une imagerie autour de l'effondrement qui se développe et qui prend de l'ampleur en ces temps d'incertitude, comme on dit. Notre monde devrait, donc pour les collapsologues, sous la pression de facteurs démographiques, environnementaux et économiques, s'effondrer. Pour ceux qui sont dépourvus d'un appareil théorique qui permette d'expliquer ce qui nous semble rien moins qu'une punition divine, les guerres, les massacres, les destructions de l'environnement, la pauvreté extrême, etc., qui sont notre quotidien, la théorie de l'effondrement, elle est extrêmement séduisante. La collapsologie, justement, se donne comme la science de l'effondrement. Et elle se propose de donner une explication qui fait système, entre guillemets, de ce grand effondrement. Pablo Servigne, c'est le grand prêtre de la collapsologie française. Vous voyez, il est beau, c'est dommage. Et donc, c'est l'auteur aussi de Comment tout peut s'effondrer. Il écrit ça en 2015. Et Pablo Servigne, il a apprécié autant des complotistes pur jus, voire d'extrême droite, que de Radio France, qui l'a invité moult fois. Et lui, il s'appuie notamment sur un rapport de 1972 qui s'appelle The Limit of Growth, qui est publié par les scientifiques du Club de Rome, qui établissent un modèle, système Terre, qui évolue selon 5 critères. Alors le premier, c'est la consommation de ressources renouvelables et non renouvelables. 2, la production alimentaire. 3, l'économie de services et l'industrie. 4, la population. Et 5, la pollution. Plusieurs fois mis à jour depuis, ce rapport, il prévoit un effondrement autour de ces différents facteurs, justement, entre 2000 et 2050. Effondrement provoqué par ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire l'influence mutuelle de deux variables, donc de deux facteurs, ceux que j'ai cités,
Et par exemple, j'en sais rien, une société comme celle des Vikings du Groenland qui surexploitait les ressources naturelles environnantes, elle va donc se montrer plus vulnérable à un changement radical de climat, comme le petit âge de glace. Vous voyez, conjonction des facteurs. Ici, le facteur climat entre en collusion avec le facteur surexploitation des ressources de l'environnement, sur lequel se fixe la société en question, qui va donc s'effondrer. La théorie de l'effondrement, elle fonctionne sur cette idée qu'il y aurait donc des facteurs multiples qui, dans leur jeu mutuel, provoquent l'effondrement des sociétés. Et on va essayer de discuter cette idée de l'effondrement à partir des écrits de celui qui en est considéré comme le père, Jared Diamond, qui a écrit un bouquin qui s'appelle... Merci. Jared Diamond, donc, il va se référer lui aussi au rapport de Limit of Growth, et il va publier son livre en 2005. C'est un ouvrage qui fait date. Et il entend étudier l'effondrement des sociétés plus ou moins anciennes, de l'île de Pâques, en passant par justement les Mayas et jusqu'au génocide rwandais. A priori, il y a peu de rapport entre tous ces événements, tous ces déclins ou ces effondrements, mais lui, il entend employer une méthode comparatiste qui va lui permettre de voir comment ces sociétés ont failli dans la gestion des 8 facteurs fondamentaux qui comptent pour la survie d'une société. Donc j'ai dit qu'il se référait au rapport de Limit of Growth parce que ces 8 facteurs, il les tire des premiers facteurs que je vous ai exposés. On est une sorte de version dérivée qui explique l'effondrement des sociétés anciennes ou moins anciennes. Donc en 1, on a la déforestation et la restructuration de l'habitat. Deuxièmement, on a les problèmes liés au sol, l'érosion ou la perte de fertilité, par exemple, je ne vous les fais pas tous. En 3, la gestion de l'eau. En 4, la chasse excessive. En 5, la pêche excessive. Et en 6, l'introduction d'espèces halogènes parmi les espèces autochtones, donc qui sont déjà sur place. En 7, la croissance démographique. Et finalement, 8e facteur, l'augmentation de l'impact humain par habitant. Donc, et même pour les sociétés modernes, le Rwanda, mais aussi la République dominicaine, Haïti, ce sont des versions de ces mêmes facteurs qui sont utilisés par Jared Diamond. On va s'arrêter sur le premier cas, celui du Rwanda, pour voir comment le modèle de Diamond lui permet d'expliquer le génocide de 1994, où la population Tutsi a été massacrée par le pouvoir Hutu, enrôlant la population de cette dernière ethnie avec le soutien matériel et moral des impérialistes. En particulier, on connaît le rôle de la France dans cette barbarie. Diamond explique donc le génocide non par une guerre ethnique ancestrale ou une prétendue nature des populations impliquées, ça c'est déjà bien, mais son explication, elle reste quand même bien loin de la nôtre. Donc dans ce bouquin, il fait un chapitre intitulé Malthus en Afrique, un peu le programme, on le voit, et il défend l'idée selon laquelle le génocide a pour facteur dominant une pression démographique qui engendre une guerre pour les ressources et en fait pour les terres cultivables. Il s'appuie sur le fait que dans certaines régions, des tueries de Hutus supposés traîtres ont permis aux massacreurs de s'accaparer des terres, les terres que ces derniers possédaient, dans une situation de pénurie où les parcelles à la fois disponibles et à la fois assez grandes pour permettre de faire vivre les familles étaient extrêmement raréfiées. Donc tout en s'offusquant de l'horreur de cette solution, Diamond il affirme la nécessité de résoudre le problème démographique, trop de bouches à nourrir, problème qui entre en collusion avec le problème des ressources, collusion de facteurs, vous voyez, et donc il dit voilà, c'est une manière de solutionner le problème. Le génocide, et de régler la situation. Alors s'il est certain que la population pauvre souffrait de la situation de pénurie et que certains ont sans doute profité du massacre pour s'arroger des droits sur les possessions de ceux qu'ils massacraient, encouragés par un pouvoir génocidaire, il est quelque peu gênant de réduire, comme le fait Diamond, ce qui fut une politique de la bourgeoisie à une question quelque peu mathématique et déterministe en fait. Nous marxistes, on ne dit pas du tout ça, on dit que les rivalités ethniques, d'abord créées par le colonisateur belge, puis entretenues et enfin exacerbées par les autres impérialismes pour les besoins de cette politique, ont conduit à ce génocide. On introduit la question de l'impérialisme et on introduit celle, par là même, des classes sociales, comme facteur supérieur, si vous voulez. Mais on va y revenir.
Et s'il y a bien un domaine qui fait consensus, qui fait consensus, oui, pardon. C'est Pierre le spécialiste. Non, mais, j'ai fait mon topo il y a longtemps. C'est l'existence de classe sociale chez les Mayas. Bon, donc tout le monde reconnaît l'existence de classe sociale chez les Mayas, mais par contre tout le monde n'a pas forcément la même explication de l'effondrement des sociétés mayas. On va partir à la découverte de ces sociétés et de leur effondrement fascinant avec Pierre. Ok, donc on retrouve notre bon docteur, parce que de l'effondrement de cette civilisation, il faut qu'on s'allonge et qu'on en parle, quoi. Donc, un petit peu de découverte de la civilisation dans un premier temps. J'espère qu'il y a le maximum de copains qui ont les slides à leur disposition. Sur le plan géographique, pour situer d'abord à quel endroit on discute, il s'agit principalement l'ère culturelle maya du Yucatan, donc cette pointe à l'extrême sud du Mexique, et qui est en fait la terminaison du golfe du Mexique, tout au sud des États-Unis. Donc pour les États actuels, ça recoupe l'extrême sud du Mexique, le Guatemala, un tout petit peu le Belize, et un tout petit peu le Honduras. En termes géographiques, c'est un endroit un petit peu particulier, qui est composé de basses terres et de hautes terres. Les hautes terres étant donc sur la côte pacifique, plutôt donc une jungle avec de la montagne avec beaucoup de jungle dessus. Et puis plus on s'étire sur la péninsule du Yucatan, plus c'est plat. Même s'il reste encore beaucoup de jungle. Alors la spécificité un peu de cette civilisation, c'est qu'elle va se recomposer en permanence de cités-États, de villes qui vont avoir en fait leur autonomie politique, culturelle, dynastique, même si il y aura quand même des grands points communs, des langues qui peuvent être un peu différentes, mais autour desquelles on trouve une structure unique. Une religion qui est commune, un calendrier qui est commun, etc. Donc beaucoup de choses communes qui nous permettent de dire que c'est quand même la même civilisation, même si justement il s'agit de beaucoup de petites cités-États isolées les unes des autres sur le plan politique. Alors celles qui sont très connues, c'est Palenque, qu'on a déjà montré en introduction, qui est donc dans l'état du Chiapas, vraiment à l'extrême ouest de cette aire géographique maya. Chichén Itzá, qui est vraiment au cœur de la péninsule du Yucatan, qui est la pyramide très connue que vous avez peut-être en tête. Tikal, qui est un petit peu la jonction entre ces basses terres et ces hautes terres, où malgré les points communs, les villes se construiront de manière quand même assez différente. Copan, qui est sur pour le coup la côte atlantique, et Calakmul, qui est une cité rivale de Tikal, rivale un peu en permanence dans le temps. Tout ça, c'est les vestiges qu'on a découverts au fur et à mesure dans cette jungle de l'Amérique centrale. Alors, sur le plan de l'histoire, ou du découpage historique qu'on peut faire de l'étude de cette civilisation, on a mis une frise qui regroupe toutes les civilisations mésoaméricaines. Les Mayas ont longtemps été considérés, en gros, comme l'expression c'était que c'était les Grecs de l'Ancien Monde, c'est-à-dire la première civilisation qui a constitué des États en Mésoamérique. Or, on sait depuis quelques décennies qu'il y a eu avant ça la civilisation Olmec. C'est quand on a découvert le site de la Venta, qui est pareil au Mexique. Vous savez, c'est la civilisation avec les grosses têtes monumentales là, qui est donc ça avec les datations. On a bien été obligé de reconnaître que c'était antérieur aux Mayas, et on parle même de matrice Olmec. Ça veut dire que c'est cette civilisation Olmec qui aurait donné un peu toutes les civilisations mésoaméricaines qu'on a connues après. Mais les Mayas, donc, qui sont tout en haut ici, on voit donc que c'est quand même une civilisation qui a duré très longtemps. Donc la manière dont on a découpé cette période et l'histoire de cette civilisation, c'est une période donc préclassique,
qui donc va des premiers vestiges découverts aux alentours de -1000 jusqu'à 300 environ. Ensuite, de 300 à 800-900, c'est la période dite classique, qui correspond donc là à ce qu'on va un petit peu regarder, c'est-à-dire l'âge d'or un petit peu de la civilisation classique, comme on l'appelle. Et après donc le prétendu effondrement à 900, on parle de période donc post-classique, tout à fait logiquement. Donc vous voyez dès lors que ce découpage, tel que les historiens et les archéologues l'ont envisagé, répond déjà à la question de l'effondrement. On a l'apogée des Mayas, ça fait démarrer le classique, et puis ça le fait terminer aussi, avec les deux périodes, donc les deux périodes d'avant et d'après, quoi. Alors, autre caractéristique, j'en ai déjà un peu parlé, c'est que c'est sur la manière dont cette civilisation s'est montée. Comme toutes les civilisations, c'est avec les progrès, la révolution néolithique, quoi, c'est-à-dire les progrès de l'agriculture, la capacité à avoir une agriculture qui permette à des dizaines ou des centaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes de subvenir, avec le raisonnement un peu classique qu'on fait sur le fait que ce surproduit social étant généré, il faut bien que des personnes le gèrent, se l'accaparent et profitent de ce surproduit social au détriment de ceux qui contribuent à le produire. Donc il y a bel et bien eu la découverte de cette agriculture à un autre moment et sans relation avec les autres civilisations qui l'ont découverte un peu avant la plupart du temps. Là, l'image que j'ai mise, c'est pour vous dire qu'on a l'impression que c'est la jungle. On pourrait se dire en voyant la photo que ces grands temples ayant été abandonnés, la nature a repris ses droits, selon l'expression consacrée, et que la jungle a la végétation un peu à peu poussée de partout, etc. Bon, c'est vrai sans être vrai, parce qu'en fait, ils vivaient vraiment dans la jungle. Et ces cités-États, dont j'ai dit qu'elles étaient séparées les unes des autres, l'étaient également par la jungle. Évidemment, qu'il y avait des défrichements, tout ce que vous voulez, de l'irrigation, des terrasses, des fois, dans les hautes terres, plutôt des terrasses, évidemment. Mais quand même, c'est une civilisation qui a réussi à inventer l'agriculture dans la jungle en dépassant, en trouvant des solutions donc à plein de problèmes liés à l'irrigation, même aux échanges. Les civilisations, elles croissent aussi quand il y a des échanges entre elles. Se déplacer dans la jungle, c'est pas si simple. Ils ont développé cette agriculture sans vraiment de métal, en tout cas sans fonte des métaux, alliage, etc. Donc avec un outillage qui ne disposait pas de ça. Les Mayas, ils trouveront jamais la roue non plus. Et il n'y a pas de cheval non plus en Amérique avant que les Espagnols les amènent. Donc c'est quand même avec toutes ces contraintes que cette agriculture réussira à être performante et diversifiée pour faire vivre toutes ces personnes ensemble. Donc c'est principalement la culture du maïs qui sortira, donc qui fera en sorte que la civilisation maya puisse connaître son essor. Ils se définissent eux-mêmes comme le peuple du maïs. Dans la cosmogonie maya, c'est d'un champ de maïs que sont nés les premiers hommes, parce que ça marchait pas avec l'argile et tout ça, mais quand c'est sorti du maïs, là, ça allait. Mais aussi la courge, le piment déjà, etc. C'est autour de ces produits-là que l'agriculture maya, et puis derrière mésoaméricaine, s'est développée. Alors sur le plan plus politique et sur un petit peu la manière dont cette société fonctionnait, le concept qui fait un peu autorité, c'est un concept d'un garçon qui s'appelle Arthur Desmarais, qui est un Américain, comme son nom n'indique pas forcément, qui parle donc d'état-théâtre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état-théâtre ? C'est ce qu'on a pu résoudre assez facilement, c'est qu'on avait affaire à des monarchies absolues de droit divin. C'est-à-dire que le seigneur divin d'une cité est considéré comme l'incarnation de la divinité, le relais entre les trois mondes, c'est-à-dire l'inframonde, le monde réel et puis un peu les cieux. Le pouvoir reposant beaucoup sur cette conception de monarchie absolue et liée à la religion,
les monarques et leurs familles étaient contraints, ou ça donnait, ça dépend comment on voit les choses, à des rituels extrêmement fastueux, à intervalles réguliers. En particulier la pratique de l'autosacrifice, qui pouvait être un peu spectaculaire, parce que voilà, il s'agissait de monter au-dessus de ces pyramides donc, que vous avez en tête, et de se percer la langue ou des parties encore moins rigolotes, et de recueillir le sang dans des bols et faire cramer de l'encens et avoir la divination avec la fumée qui ne manquait pas de s'extraire de tout ça. Avec une espèce de fascination du coup liée à ces rites qui avaient lieu régulièrement. Il y aurait beaucoup de choses, et j'ai fait un topo en fait une fois déjà sur le calendrier Maya et son arithmétique, parce qu'il y a toute une histoire sur la vision cyclique du temps. Par exemple, l'histoire du 21 décembre 2012, qui devait être la fin du monde prévue par les Mayas, repose là-dessus. Ça veut dire que c'est la fin d'un cycle, en fait, qui s'appelle un Katun, de 400 ans, qui devait arriver à cette date-là. Bon, en fait, même pour les Mayas, c'était pas du tout une fin du monde, c'est la fin d'un cycle. Et le fait d'avoir une vision cyclique du temps ne veut pas dire que le temps s'arrête, c'est même exactement le contraire. C'est-à-dire que ça recommence à cette date-là. Donc ça, c'est pour une des bêtises qui a pu être dit. Mais en tout cas, ce calendrier qui articulait en fait un calendrier rituel avec un calendrier solaire assez performant pour l'époque, rythmait la vie de la monarchie et la manière en fait dont elle se représentait par rapport à sa population d'agriculteurs, d'artisans et autres. D'où ce concept d'État-théâtre. Alors on a mis également, donc ça c'est la manière dont étaient représentés ces seigneurs divins. Là, seigneurs divins, c'est la traduction littérale de Kulajo. Alors j'ai pas forcément l'accent, et puis voilà. Peut-être un jour j'irai au Mexique et puis je verrai comment ils prononcent, mais là je sais pas. Non, j'ai mis à côté parce que, comme vous savez, j'aime bien le ballon et il y a ça, c'est le sport, le jeu de balle, l'aire de jeu de balle de Palenque, qui est la plus grande qu'on ait trouvée. Et donc c'était un jeu où avec une balle en caoutchouc pleine, il fallait leur envoyer sans qu'ils tombent par terre dans le camp adverse, sans utiliser ni les mains ni les pieds. Donc avec les épaules, les hanches et tout ça, et avec le petit côté... Donc ça, on ne sait pas encore trop, mais ça participe vraiment de cette affaire un petit peu d'état-théâtre et de la manière dont, voilà, les relations un peu idéologiques avec, entre les élites, comme les appellent les anthropologues mayanistes, et le peuple. Alors, vous imaginez bien que pour des gens comme Desmarais, qui n'est certes pas marxiste, un pouvoir monarchique absolu qui est basé principalement sur la religion, ça lui permet immédiatement de dire que les marxistes racontent n'importe quoi avec leur fameuse lubie de tout faire retomber sur l'économie et de se laisser penser que c'est parce qu'on détient les rênes de l'économie qu'on a le pouvoir, quoi. Alors c'est marrant parce que une fois qu'il a dit ça, Desmarais, c'est-à-dire que voilà, que c'était des États, des autocraties basées sur un pouvoir principalement religieux et assez peu de lien avec l'économie, il explique quand même que toute la partie d'économie du luxe qui faisait partie du faste et qui faisait partie de la théâtralisation du pouvoir des seigneurs divins, c'était eux qui s'en occupaient. Il n'y avait pas le jade, les tissus les plus précieux, les machins. Ça, personne d'autre que les seigneurs divins et leur famille immédiate ne s'en occupait. Donc c'est quand même une grosse pierre dans son jardin. Et puis il ajoute derrière que pour tout ce qui est quand même grande construction, les pyramides, vraiment les trucs qui étaient censés la célébrer, donc l'État-théâtre et son organisation politique, là encore, c'est quand même les seigneurs divins qui géraient tout, quoi. Donc en fait, Desmarais finit par nous expliquer que c'est pas les seigneurs divins qui géraient au quotidien la moisson, le stock, qui tenaient la comptabilité du maïs, du piment et des courges. Bon, je suis pas certain, pour faire la blague, que d'autres monarques absolus qu'on a connus en Occident
était à ce point calé sur les tonnes de blé produites dans les campagnes françaises pour la monarchie absolue. Voilà. Donc voilà, l'argument des Marais s'effondre un peu, c'est-à-dire que vraiment il donne à la suite de son explication de l'état-théâtre qui est principalement idéologique et religieux, quand même beaucoup de poids à l'économie ou aux parts de l'économie sur lesquelles régnaient nos seigneurs divins. Alors, on va arriver doucement sur la question plus de l'effondrement, ou plus ou moins, disons déjà, de l'interprétation qu'ont eu les savants sur le fonctionnement de cette société, et voilà, aussi sur la manière dont elle s'est arrêtée, on va dire, dont elle a collapsé, allez, on va le dire comme ça pour l'instant. Donc il y a eu une controverse dans les années 50, parce qu'en gros, voilà, l'étude des Mayas, ça commence sérieusement à la fin du 19e siècle, et puis ça continue aujourd'hui. Donc jusque dans les années 50, en gros, on voyait ces temples, alors on voyait qu'ils avaient pigé plein de trucs par rapport à l'astronomie. Il y a un temple en particulier, quand on est au-dessus, il y a 3 petits bâtiments en face qui permettent d'avoir le soleil qui rentre dans le bâtiment en question aux 2 solstices, à l'équinoxe, etc. Donc on avait pigé que sur le plan de l'astronomie, ils étaient quand même en place. On avait pigé aussi que pas mal de leurs glyphes étaient en fait correspondaient à des dates. C'est-à-dire que c'est assez lisible l'arithmétique maya, c'est des barres et des ronds et un coquillage pour le 0. Donc on a rapidement compris que c'était un système vigésimal, comme on dit, en base 20 plutôt que 10. Donc il y a un petit coup à prendre quand on regarde, mais globalement ça marche. Et puis le truc qu'il y avait derrière, le joli dessin qu'il y avait derrière, on a rapidement compris que c'était un nom de mois et tout ça. Et donc sur l'épigraphie, c'est-à-dire un peu les tentatives d'interprétation de cette écriture tout à fait particulière, on se disait donc que, vu que la plupart quand même de ces glyphes étaient des dates, bon, ça devait être des trucs un peu liés au calendrier, liés à la religion, mais que c'était pas tellement important, et encore moins un alphabet. Mais il s'est trouvé quand même que ce désintérêt pour ce que pouvaient bien vouloir dire les glyphes mayas a cessé. Et d'ailleurs, il n'avait pas vraiment commencé, parce que le premier explorateur, qui n'en était pas un, c'était un franciscain qui s'appelle Diego de Landa. C'est le premier un peu, européen qui s'est intéressé à la civilisation maya. Il a eu un rapport très paradoxal avec, parce que c'est à la fois celui qui a créé le premier abécédaire, c'est-à-dire en parlant avec les mayas sur lesquels il tombait, il était en fait rapidement arrivé à un abécédaire, c'est-à-dire relié donc, phonétiquement des syllabes avec le dessin qu'il y avait sur les glyphes. Il y avait plein d'erreurs dans un premier temps, mais enfin ils ont tous fait des erreurs dans un premier temps de toute façon, mais la logique était là. Lui il se disait quand même, ces glyphes, bon, c'est forcément des lettres. En fait il concevait pas, parce que ça c'est au XVIe siècle, qu'il pouvait en être autrement qu'un abécédaire. Mais après, pendant toute la période suivante, on s'est dit ça. On s'est dit, bon, c'est des trucs un peu rituels, un peu planants, qui n'ont pas grand intérêt parce que c'est des dates, et pas vraiment autre chose. Et puis là-dessus, et donc ça notamment, c'était porté par John Eric Thompson, qui a été un Britannique, mais un des premiers grands mayanistes, et donc qui s'est opposé très très fort au personnage suivant, tout à fait chatoyant sur la photo, avec le petit chat, qui est un soviétique, qui s'appelle Knorozov, et qui lui va faire, donc dans les années 50, et un peu tout seul dans son coin. Alors on imagine aussi un peu quand même avec les moyens que pouvait laisser l'URSS à des chercheurs qui s'intéressaient à un truc un peu tout seul dans leur coin. Mais lui, il va reprendre l'hypothèse de De Landa, et il va en fait piger que le glyphe maya, c'est en fait à la fois des idéogrammes, des logogrammes, paraît-il qu'on dit maintenant, c'est-à-dire des dessins qui veulent dire un concept, et à la fois au-dessus, en dessous, à côté, etc., il y a ces plus petits glyphes qui, eux, représentent vraiment des syllabes. Le tout, la lecture, en fait, reposant donc entre une interprétation de ce que les syllabes racontent comme mots et du glyphe central du concept. Par exemple, la guerre se dit
lance en phonétique et bouclier en glyphe. Donc ce glyphe-là, quand vous le trouvez, ils comprennent que c'est la guerre. Pourquoi je raconte tout ça par rapport à notre histoire d'effondrement? C'est sur la perception que, y compris les savants, ont eu des Mayas. Par exemple, Thomson était persuadé d'avoir affaire à des espèces d'astrologues, astronomes complètement pacifistes, qui étaient tranquilles sur leur pyramide, à compter les étoiles et à voir le défilement du ciel astral. Avec Morozov, en fait, on commence à déchiffrer l'écriture maya, y compris les grandes stèles. Il y a une autre fille là, dont je n'ai pas relevé le nom, qui elle va comprendre que les stèles, érigées à proximité des monuments, sont en réalité les biographies des seigneurs divins qui ont érigé les documents. Et donc, en fait, la lecture de la civilisation maya, de son histoire, fait un progrès extraordinaire, juste après-guerre, sous l'impulsion de Knorozov, et on commence à comprendre en fait que c'était pas du tout des sympathiques astrologues, mais plutôt, ce que j'ai raconté au début, une ribambelle de cités-États qui se foutaient sur la gueule en permanence, avec ce qu'il faut d'alliances matrimoniales, de polygamie, une toute autre ambiance que les astrologues qui regardent les étoiles en se faisant des mutilations bizarres. Bon, sur l'effondrement en tant que tel, donc là c'est la cité de Tikal. Une fois qu'on a dit ça, on comprend un peu mieux quand même que des cités quand même relativement petites, ça veut dire celles qui dépassent la centaine de milliers d'habitants, c'est beaucoup plus l'exception que la règle. On a des 20-30 000 habitants dans la jungle avec les contraintes que j'ai déjà évoquées. Sur l'agriculture, c'est-à-dire la roue, les animaux et la métallurgie, vous voyez bien que pour la guerre, c'est des contraintes aussi, et ça n'a en fait jamais permis, contrairement aussi à ce qu'on a longtemps cru, aux Mayas de s'unifier dans un empire. Jamais toute cette ère culturelle-là sera centralisée autour d'une capitale unique et tout ça. Il y a des moments où on est passé pas loin, c'est quand Tikal et Calakmul se sont mis sur la tête pendant 300 ans, avec dans un premier temps Tikal qui règne beaucoup sur l'aire centrale entre les basses terres et les hautes terres, Calakmul qui est donc soumise, qui se venge, qui gagne la guerre, qui pendant 200-300 ans joue le rôle comme ça, mais Tikal regagne derrière, avec ce qu'on peut imaginer de destruction, de mort et d'instabilité politique pour nos seigneurs divins qui à chaque fois devait remonter la société. Donc, pas tellement d'évolution du mode de production tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Il y a toute la discussion sur les modes de production, mais en tout cas, le mode de production, disons, antique tel qu'on le connaît, avec l'esclavage qui permet de faire plein de choses et d'utiliser le surproduit social, ça n'arrivera jamais. Il y a de l'esclavage, évidemment, les vaincus sont esclavagisés, mais c'est justement, vu la taille des populations et les différentes contraintes, ça fait jamais passer le cap. Bon, les contraintes de la jungle aussi, un empire dans la jungle, c'est pas non plus exactement facile à unifier. D'ailleurs, dans la Mésoamérique, les empires qui s'unifieront à peu près, ils seront là au moment où les Espagnols arrivent. C'est l'empire Inca, donc là plus sur l'ère d'Amérique du Sud, Colombie, Pérou surtout, dans les Andes, où là il y aura l'empire Inca, quand les Espagnols arrivent, est vraiment constitué de 4 États qui ont fait alliance définitive et qui ont constitué l'empire avec l'Inca, qui donc est le garant même de l'alliance, tout ça. Et plus au nord, donc dans l'actuel Mexico, là, Tenochtitlan, donc ça c'est l'empire aztèque, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui sera défait en quelques semaines par Cortés. Donc, mais les Mayas arriveront jamais à ça, et surtout, tout ça se passe bien avant. Alors on peut imaginer que c'est un système qui est un peu à bout de souffle, avec ce faste, avec ces guerres permanentes qui empêchent qu'il y ait une unification politique stable qui découlerait même de la victoire dans une guerre, Et peu à peu, on s'aperçoit que les cités sont abandonnées. Alors comment on s'en aperçoit ? Tout simplement ces glyphes qui sont datés, qui sont assez précis, parce qu'au bout d'un moment on a fait une correspondance entre le calendrier maya
et celui qui nous était plus familier. Et donc on s'aperçoit que voilà, en tout cas les constructions s'arrêtent, les datations s'arrêtent, les événements consignés par les constructions et les datations s'arrêtent aussi, ce qui donc donne l'impression, laisse penser évidemment que les cités sont abandonnées, que leur population les délaisse et vont faire autre chose ailleurs. Alors, avec quand même un petit paradoxe, c'est que ça, c'est Chichén Itzá, qui est donc, je vous dis, la pyramide un peu iconique du monde maya, qui est donc au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Et en fait, Chichén Itzá rayonne encore jusqu'en 1250, c'est-à-dire 200 à 300 ans avant l'effondrement des grandes cités type Tikal, Calakmul, etc. En fait, ce qui se passe, ce qu'on observe, et donc là, c'est vraiment la partie sur le post-classique ancien, c'est-à-dire le plus proche de l'effondrement, où il y a beaucoup de recherches en ce moment, où on cherche à comprendre ce qui se passe et comment, en fait, le monde maya, il a plutôt muté qu'il ne s'est effondré, parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que ça, qui est quand même une œuvre, voilà, c'est une merveille, quoi. Je veux dire, c'est un temple en plus solaire, vous voyez, il y a autant de marches qu'il y a de jours dans l'année, etc. C'est comme il est construit et tout ça. Bon, c'est quand même encore une civilisation très performante qui est en mesure de construire et de faire fonctionner comme institution cette pyramide-là. Ce qui se pense, c'est qu'il y a du coup alors il parle de mexicanisation, mais là le Mexique, parce qu'on est déjà au Mexique, hein, mais la mexicanisation, il faut la comprendre dans l'influence en particulier de la grande cité de Teotihuacan, et puis d'une autre ethnie qui s'appelle vraiment les Mexicas, qui sont les ancêtres en fait directs des Aztèques, et qui en fait arriveraient, alors soit par la guerre, soit par le commerce, soit par les deux, etc., à avoir une influence de plus en plus importante sur les cités mayas qui ont survécu à l'effondrement de 8-900. Vous voyez, déjà, la théorie de l'effondrement s'effondre un peu quand on sait que les principales villes continuent de fonctionner avec toujours des guerres et des alliances, toujours des dynasties, pendant encore 300 ans après. Sur l'effondrement, l'effondrement en tant que tel, on a donc toujours notre Arthur Desmarais, qui, malgré son hostilité au marxisme, essaye quand même de comprendre quelque chose à cet effondrement avec les outils qui sont les siens. Et évidemment, qui nous fait ? Il nous fait un beau tableau multifactoriel avec plein de flèches. Alors, le tableau, pour expliquer, là, il est historique, hein, classique, pré-classique, classique et classique. Donc ça, c'est le classique ancien. Et puis le classique final. Le classique final, c'est celui qui précède juste l'effondrement. Et puis après, il met 4 colonnes, la démographie, les élites, les échanges, les subsistances. Alors, ça vous rappelle quelque chose avec ce que Katia a expliqué au début, hein. Alors, ce qui est amusant, c'est quand même qu'à chaque fois, là où il y a le plus de convergence, c'est sur ce qu'on pourrait quand même appeler des relations de classe. Parce que lui, il appelle ça tension, abandon, les tensions arrivant à des abandons des centres. En fait, toutes les flèches, elles vont vers la tension. C'est-à-dire que les problèmes des échanges, les problèmes entre les élites, par exemple, il y a des problèmes un peu dynastiques, vu qu'ils développent la polygamie pour faire des alliances, au bout d'un moment, il y a trop de prétendants au trône. Les problèmes sur la subsistance, avec peut-être des problèmes un peu de type gestion de ressources, sur l'irrigation ou sur l'accès à l'agriculture, etc. Tout ça, quand même, arrive toujours à des tensions vis-à-vis des élites, et après on ne sait pas quoi. Hein, alors, qu'est-ce qui se passe quand les élites, comme ça, mettent en tension les populations sur lesquelles elles règnent ? Mystère pour Desmarais, mystère ou alors, équivalence de tout, hein, et que je t'empile les facteurs, et que on verra bien ce qui se passera. En tout cas, ça ne s'agirait toujours pas de dire qu'il y aurait une cohérence, quand même, une logique historique à tout ça. Tout ce qui manque toujours chez les mayanistes, en tout cas la très très grande partie d'entre eux, dans cette explication multifactorielle de l'effondrement de la civilisation maya classique, tout ce qui est toujours absent, c'est la lutte des classes, c'est-à-dire les rapports qu'il y avait entre ces paysans, ces artisans et les élites.
Donc de là à imaginer, si vous voulez, que c'est bien par la lutte de classe que cette affaire-là s'est réglée, il n'y a qu'un pas. C'est une hypothèse. L'hypothèse, ce serait de dire que, déjà sur l'abandon des cités, c'est de dire que ces cités-là, avec leurs monuments et tout ça, et leur manière de fonctionner, vraiment, elles incarnaient le pouvoir. Ça veut dire que tout était un peu lié, et tout était un peu incarné. C'est-à-dire que la dynastie régnante, le seigneur, c'était la cité. Si on n'a plus confiance, par exemple, dans le Seigneur divin et qu'on lui fait un petit peu son sort d'une manière ou d'une autre, eh ben, on n'a plus rien à faire dans la cité. En fait, il n'y a pas l'attachement, je sais pas quoi, à une ville telle que nous on peut le connaître. C'était l'attachement, en fait, à la religion et à ce qu'on incarnait notre Seigneur divin, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, moi, c'est là la petite vidéo, normalement. Alors là, normalement, il y a une petite vidéo. Vous l'avez ou pas sur les... Faut cliquer dessus. C'est 50 minutes là. Ah non, mais on regarde un extrait seulement. En fait, Regardez une minute. on va regarder une minute, c'est juste l'introduction. C'est pour vous montrer que les Mayas, ça reste quelque chose qui rime avec un certain sensationnalisme. C'est-à-dire, même quand il y a des reportages, enfin surtout quand il y a des reportages comme ça un peu grand public, t'as l'impression que c'est faites entrer l'accusé, quoi. La manière dont c'est construit, etc. Là, le reportage en question, c'est vraiment ça, mais avec un contenu. Oui, bah vas-y, mets-le pour tout le monde le son au moins, tu vois. L'épreuve d'un meurtre de masse. Les victimes, probablement des personnes de haut rang. Une dynastie royale au sommet de sa gloire. Exécutée. Et jetée dans un bassin rempli d'eau. Et en plus tard, cette excavation contient des preuves irréfutables, non seulement du destin tragique de ces individus, Lucie, tu peux regarder l'ordinateur, là, ça me fout. mais aussi du déclin de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Un mystère qui implique nation, Voilà, donc la première minute, hein, c'est juste pour vous montrer que... voilà, moi, je suis hyper d'accord avec le contenu, en fait. Hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, où est-ce que c'est ça? C'est à Camp Couen, ça s'appelle. C'est un bled qui est vraiment juste à côté de Tikal et qui est à la croisée des Basses-Terres et des Hautes-Terres, où il y avait les plus grands centres. Je vous ai épargné ça, les relations entre les Basses-Terres et les Hautes-Terres, mais c'était vraiment hyper important. Et c'est eux qui étaient en charge du commerce du jade, qui était la pierre précieuse avec laquelle notamment les seigneurs divins, vous savez, faisaient les masques mortuaires, si vous avez déjà vu ça. C'est que le jade, c'était vraiment, comment ça s'appelle, la matière première du luxe absolu lié au seigneur. Et dans le bled, qui était chargé du commerce, de la distribution, de la répartition du jade, il se trouve que les artisans mineurs, les artisans du jade, habitaient, parce que c'était quand même des gens importants, juste à côté de la dynastie royale. Et il se trouve qu'un beau jour, ils se sont fait dessouder par dizaines, femmes et enfants inclus, et que la cité a été abandonnée. Voilà. Donc c'est ça, l'effondrement naturel de la civilisation maya. En tout cas, là, on a une preuve irréfutable, comme le dit le reportage, que c'est de cette manière-là que ça s'est réglé. Du coup, l'hypothèse que ça pourrait s'être passé d'une manière analogue dans y compris des villes beaucoup plus, des cités-États beaucoup plus connues et prestigieuses que Cancun, c'est un pas qu'on peut faire, et en tout cas qu'on peut encourager les anthropologues qui chercheraient des raisons un peu rationnelles et un peu logiques de la recomposition en fait, hein, de la civilisation maya. Eh bien, ce serait bien qu'ils aillent plutôt dans ce terrain-là que dans la conquête d'un nouveau facteur à ajouter à la somme de leurs multiples facteurs, quoi. Et pour faire ça, il faut quand même faire une autre archéologie, une autre anthropologie, celle qui se place du côté des vaincus, et pas seulement qui lit les biographies des dynasties, en tout cas des vaincus. Là, ils ne sont pas vraiment vaincus, mais en tout cas de ceux qui subissaient cette société-là avec ses inégalités, quoi. Mais ça, ce serait sans doute un peu d'autres gens qui le feraient.
Pareil, hein, sur les Mayas, en fait, ça continue très longtemps. Il y a un épisode de la conquête espagnole de l'Amérique avec les Mayas, qui est un peu tardif, mais quand même. L'impérialisme, la création du Guatemala, ça se fera aussi avec des atteintes quasi génocidaires aux Mayas. Et puis aujourd'hui, on dénombre 8 millions de Mayas, c'est-à-dire beaucoup plus que de Lyonnais, par exemple. Donc voilà, pour une civilisation éteinte, je trouve que c'est quand même, ou effondrée, je trouve que c'est quand même pas si mal. Mais pour la suite de l'histoire, la suite et la fin, hein, un peu, on va dire à Katia de nous conclure un petit peu cette affaire en revenant donc sur la collapsologie et ce qu'on peut en penser avec notre docteur là, qui est toujours là. Voilà. Est-ce que c'est une sénilité idéologique? C'est exclusivement pour remettre le docteur. Mais, mais en tout cas, non, c'est vrai que je dis juste ça. D'ailleurs, Jared Diamond, qui parle aussi évidemment d'effondrement, ne sait pas tellement faire la différence entre le déclin et l'effondrement. C'est-à-dire que c'est pas non plus des concepts bien déterminés, quoi. Voilà. Pour revenir sur ce que tu disais, on dit que c'est effondré, mais en fait, il y a encore des constructions, etc. Et justement, je vais revenir sur Diamond parce que les reproches qu'on a fait ici à Desmarais, on peut les lui faire à lui. Et plus généralement, en fait, il s'agit d'une méthode explicative qui nous pose problème et qui a par ailleurs des conséquences politiques. Alors, si on regarde bien les facteurs de Diamond, qui sont tirés du rapport de 1972 et qui sont adaptés aussi par Pablo Servigne, dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont tous des facteurs qui concernent le rapport de l'homme avec la nature qui l'environne. Je vous relis, pas ceux de Diamond parce qu'ils sont au nombre de 8, mais on va relire juste ceux du rapport de 72. La consommation des ressources, la production alimentaire, l'économie de services et d'industrie, la population et la pollution. D'accord. Donc, on est d'accord, facteur qui concerne le rapport de l'homme avec la nature qui l'environne. Nature dont l'homme fait partie et qui impose ses limites, ses rythmes, et nature que l'homme doit essayer de dompter, de travailler en fait, mais on y reviendra, pour subvenir à ses besoins. Cette nature est changeante et elle ne permet pas toujours à l'être humain d'assurer les conditions de sa survie. On a parlé des changements climatiques brutaux, ère glaciaire, petite ère glaciaire, sécheresse, etc. Mais on peut aussi citer la disparition d'espèces qui permettaient aux hommes d'une société donnée de se nourrir. Et Diamond et ses amis, ils discutent exclusivement à ce niveau-là. Donc au niveau des rapports de l'homme avec cet environnement. C'est-à-dire qu'ils traitent des manières que les sociétés humaines ont de se comporter vis-à-vis de la nature. Et pourquoi en rester là, nous, ça nous pose problème en tant que marxistes et du point de vue de la méthode. Eh bien, parce qu'on pense qu'entre les sociétés dites primitives de Papouasie-Nouvelle-Guinée et la société rwandaise de 1994, quelque chose est advenu qui s'appelle, Pierre l'a dit, les classes sociales. Et dans l'histoire de l'humanité, l'homme ne fait pas que gérer des ressources de manière à subvenir à ses besoins, précisément, il travaille. Et le travail, comme le dit Engels, c'est le début de tout un processus de différenciation de l'homme avec la nature, qui aboutit en fait à la création de structures sociales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme transforme la nature, il va se mettre à faire d'eux avec elle, et pour tirer de cette nature les moyens de sa propre subsistance, il va devoir se tenir en face d'elle, en face de cette nature, comme une puissance, qui fait face à une autre puissance, elle naturelle. Alors c'est pas très concret, pour le dire plus concrètement, l'homme va mettre en place des moyens techniques, la culture, le stockage, etc., qui le séparent de la nature. Et ce faisant, il va se doter d'une organisation sociale qui va avec tous ces moyens-là. Il va se mettre donc à entretenir des rapports non pas seulement avec la nature environnante, mais des rapports également avec lui-même ou avec ses congénères, si vous voulez. D'où la question des classes sociales, puisqu'il va se mettre à entretenir des rapports sociaux. Et il va édifier des grandes constructions mayas, des empires, des civilisations qui vont avoir un certain rapport, elles, à leur subsistance, et ce qu'on appelle en fait un mode de production. C'est-à-dire que tout ce processus-là que j'ai décrit, il va mener à un mode de production. Alors, un mode de production esclavagiste, le féodalisme, le capitalisme, etc. Et qu'il s'agisse en fait du régime féodal ou du capitalisme, dans un mode de production,
les moyens de production, hein, que ce soit la chasse, la pêche, le Boeing, ce que vous voulez, tous ces moyens-là appartiennent à une classe sociale dominante qui exploite le travail d'une autre classe, elle, dominée sur ces mêmes moyens de production. D'où l'insuffisance du modèle explicatif de Diamond qui entend en rester aux manières qu'a l'être humain de se comporter vis-à-vis de la nature en niant complètement les manières qu'il a de se comporter vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire les rapports sociaux. En niant en fait que ces rapports sociaux sont la conséquence d'une manière qu'a l'humanité de se comporter vis-à-vis d'elle-même, tout ça étant un dérivé de ce rapport initial à la nature qui est évidemment très spécifique à l'humanité. Et donc on se retrouve avec à devoir en fait, pour être un peu conséquent, rationnel en tout cas, à devoir étudier une organisation sociale, un système de production donné qui suppose que des individus soient placés dans des positions différentes vis-à-vis de la production, soit des exploiteurs, soit des exploités, et que c'est ce mode d'organisation, ce mode de production qui permet la satisfaction des besoins nécessaires à l'humanité, donc qui permet de produire les ressources, enfin d'exploiter les ressources, de produire, de distribuer, etc. Donc effectivement, quand on a le facteur 1, consommation de ressources, c'est dépendant quand même des rapports sociaux dans lesquels on se trouve dans une société donnée. Et donc sauter par-dessus cet éléphant dans la pièce des classes sociales, comme le font les collapsologues, ça rend le raisonnement faux, hein, pour être gentil je peux dire très insatisfaisant, mais en fait c'est faux, et donne lieu à des solutions qui sont loin d'être les nôtres. Et effectivement, on va voir un peu quelles solutions sont proposées par les collapsologues. Alors, on peut, face à l'effondrement, en prendre acte. On peut faire le deuil de notre monde pour réussir à vivre avec. Et en définitive, faire un chemin intérieur de résilience. Alors, c'est pas mon prof de yoga ou ma psychanalyste qui dit ça, c'est Pablo Servigne, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, qui prône cette solution, qu'il appelle parfois collective, parce qu'elle inclut des groupes de parole, où justement on va discuter de notre peine pour les cailloux et les oiseaux qui meurt. Mais voilà, bon, lui, la solution, c'est extérioriser la souffrance. Alors voilà, ça peut être des groupes de parole, mais ça reste une solution extrêmement individualiste. Je pense que j'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Mais pour d'autres, effondrement rime avec survivalisme. Le mouvement survivaliste se réfère en effet directement à la théorie de l'effondrement. On a par exemple Yves Cochet, auteur de Devant l'effondrement et ancien ministre de l'Environnement par ailleurs, qui milite pour les écolieux ou les éco-villages qui seraient des bulles de résistance à l'effondrement. Ça, c'est la version mignonne du survivalisme, mais on a la version d'extrême droite, qui l'est beaucoup moins, et qui est beaucoup plus dangereuse aussi parce qu'elle est plus populaire, et qui consiste à penser que la menace viendrait d'une déferlante migratoire causée par les facteurs d'instabilité environnementaux et démographiques. On a par exemple Piero San Giorgio, survivaliste italo-suisse d'extrême droite. Un autre Piero. Ça fait beaucoup. Lui, il a écrit Survivre à l'effondrement économique. Et sur la base de sa pensée, on a des groupes identitaires qui font la promotion de lieux autosuffisants pour se protéger, évidemment les armes à la main, dans le cadre de la guerre ethnique, qui est le produit inévitable de l'effondrement. Attends, j'avais mis des... Oui, c'est bon, ils sont là. Reste la solution réformiste aussi, qui nous inquiète moins, mais qui est pas moins, ce que je disais, un écueil, qui est prôné par Jared Diamond, une sorte de collapsologie un peu optimiste, qui veut croire qu'il suffirait de prendre conscience que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, ou que nous vivons tous dans la même maison terre, pour mettre en place des politiques environnementales qui feraient baisser les indicateurs de risque. Donc lui il veut jouer sur les différents facteurs, voilà, en poussant les curseurs, et il développe des arguments là-dessus à la fin de son bouquin, pour montrer l'intérêt que pourraient avoir les grandes entreprises à adopter des politiques de préservation de l'environnement qui leur épargneraient en fait des coûts futurs. Donc il fait un peu conseiller du prince comme ça.
Voilà, bon, ça, demander quand même aux grandes entreprises d'arrêter de polluer, ça revient à me demander de battre la performance de Léon Marchand, alors que je sais pas nager. Voilà. Et bon, on voit bien que c'est pas du tout possible, et c'est les discussions qu'on a en permanence avec bien des gens. Notre perspective, elle est bien différente, c'est celle de la révolution prolétarienne, et cette perspective, elle s'appuie sur une analyse des phénomènes sociaux dont on pense que les effondrements, qu'on appellerait pas tout à fait comme ça, font partie. Et la discussion est ouverte.